Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur cet expresso de Rassemblimo. C'est votre rendez-vous du mardi matin 9h, votre rendez-vous pour faire le plein de caféine, mais pas que. Euh, Bonne pratique, de nouvelles compétences. Bref, l'idée, c'est surtout de passer un bon moment ensemble pendant une demi-heure tous les mardis matins, vous le savez. Faites-moi un petit coucou dans le chat et en commentaire pour m'indiquer à la fois que tout fonctionne bien, mais aussi que vous êtes bien avec nous ce matin. Alors, j'ai juste un petit doute technique. C'est que, hop, on va regarder un truc. Rémi, bonjour. Hein. Salut, Sébastien, je te laisse faire tes petits réglages. J'ai juste un doute. Je pense que le live, il y a des gens qui sont connectés, donc faites-moi juste un petit coucou en commentaire. Voilà. C'est qu'a priori, le live, exceptionnellement, s'est lancé sur la page. Si j'ai bien compris ce qui est en train de se passer. Ouais. C'est des choses qui arrivent. C'est pas grave. De toute façon, on est en live avec des conseillers immobiliers. Hein. Donc, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Hop. On est en live avec des conseillers. Allez, faites-moi un petit coucou en commentaire, du coup, si vous êtes avec nous. C'est pas un souci. Je me fais juste un peu de souci pour nos petits copains du groupe Facebook Rassemblimo qui doivent en train d'attendre dans le groupe Facebook. Du coup, je me demande si on va pas relancer un nouveau live dans le groupe parce que sinon, les pauvres, ils vont nous attendre. On va couper ce live et on va recommencer dans le groupe. Hop. Ou alors, on va le partager dans le groupe. On va faire mieux que ça. Partager dans un groupe. Hop. Tac. Hop. Et voilà. Voilà, on va le faire comme ça. Pas de panique. Bon, je vois qu'il y a des gens connectés parce qu'il y a François qui me dit bonjour à toutes. Ouais, bah, on a des petits copains qui doivent être sur la page qui vont se connecter. François, salut François. Et puis, salut à tous maintenant dans le groupe Rassemblimo, parce que maintenant que le live est lancé également dans le groupe, pas de panique, on est là. Salut François, salut à tous. Allez, je vous propose qu'on démarre ce live. On aura peut-être plus de monde du coup, puisqu'il est à la fois sur la page pour une fois et sur le groupe Facebook. Rémi, en tout cas, merci infiniment de nous accorder un peu de temps ce matin. Voilà, Nathalie est là, voilà, tout le monde est en train d'arriver, nos petits habituels et nos conseillers fidèles au rendez-vous. Salut Nathalie. Alors, on va démarrer. On va parler aujourd'hui d'investissement immobilier, mais pas que. On va surtout parler aussi de ton parcours, Rémi. Rémi, est-ce que tu peux peut-être te présenter pour les conseillers immobiliers qui ne te connaîtraient pas encore ou qui te connecteraient peut-être uniquement sur le nom de Rémi Immolibre? Ouais, bien sûr. Bah, déjà, Sébastien, merci de m'inviter. J'ai pris le petit café aussi, comme tout le monde, parce qu'on m'a dit que c'était la tradition ici, donc Exactement. avec plaisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc oui, comme tu disais, moi je suis plus souvent connu sous le nom de ma marque Immolibre. Donc moi je m'appelle Rémi Bonaz, je suis investisseur immobilier, donc je vais dire libre financièrement pour mettre les pieds dans le plat dès le départ. C'est un grand mot qui ne veut pas dire grand-chose, ça veut simplement dire que maintenant je suis investisseur immobilier à titre professionnel, donc je vis de mes revenus locatifs et c'est mon activité principale, comme ça peut être l'activité principale de quelqu'un qui est conseiller immobilier ou agent immobilier. À côté de ça, je suis aussi entrepreneur. C'est aussi comme ça qu'on a été amené à échanger. Donc, j'accompagne en fait des personnes débutantes ou on va dire semi-avancées qui souhaitent se lancer dans l'investissement immobilier via des programmes d'accompagnement personnalisés pour les aider à mettre en place des revenus complémentaires avec l'immobilier. Et le dernier point, je pense très important, qui me catégorise et qui fait partie de mes valeurs, c'est que je suis un gros fan de voyage. C'est aussi pour ça que j'ai commencé à investir en immobilier, pour avoir la possibilité de partir plus régulièrement voyager et de continuer à travailler à travers le monde. Rémi, du coup, ce que je te propose, c'est qu'on rembobine un petit peu. Ouais. Parce que là, tu nous as parlé de ce que tu fais aujourd'hui, mais malgré ton jeune âge, comme le mien, d'où ça t'est venu, cette idée de l'investissement immobilier? Puis surtout, voilà, petit retour en arrière sur ton parcours professionnel. Est-ce que tu faisais un métier qui n'avait rien à voir avant? Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, bien sûr. Ce dont je viens de parler, c'est ce que je fais maintenant.
Donc, j'ai envie de dire, c'est la face visible de l'iceberg. Avant ça, il y a eu quand même beaucoup de boulot et quelques années. Pour synthétiser, moi, j'ai fait une école en fait d'ingénieur. Alors, pourquoi une école d'ingénieur? Je ne sais toujours pas pourquoi, mais je me suis dit, je vais essayer de viser le plus haut, comme ça, derrière, j'ai le choix de faire un peu ce que je veux. À la suite de ça, en fait, je me suis orienté dans le conseil d'entreprise. Donc, je travaille pour des grands groupes à la défense. Donc, on n'a pas beaucoup, malheureusement, je ne peux pas citer les noms, mais vous allez faire des recherches, vous allez les trouver rapidement. Et là, je suis rentré dans la vie active et voilà, j'avais un beau bureau dans une belle société au Pertuis au 36e étage. Je travaillais pour des gros clients voilà, mondialement connus. Donc, sur le papier, c'était le job et la vie rêvée, me disaient la plupart du temps mes amis, ma famille. Et en fait, c'est sûr que de l'extérieur, peut-être que c'est des gens qui vivent ça et je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui vivent ça en ce moment. C'est que j'étais dans une sorte de paradoxe. C'est-à-dire que sur le papier, j'avais un CDI dans un gros groupe, j'avais un bon salaire et encore pas tellement vu ce que je bossais finalement quand je ramène au taux horaire, c'était pas énorme. Je faisais beaucoup de déplacements pro, donc qui dit déplacement pro, bah, j'avais les beaux hôtels, les restaurants, tout ce qui va avec. Sauf que, on va dire, malgré tout ce côté un peu positif, bah, je voyais quasiment pas mes amis, je voyais quasiment pas ma famille. J'avais pas la possibilité de développer des projets qui m'intéressaient. Et donc, j'ai connu finalement ce que je vais appeler un peu ce paradoxe, c'est que j'avais une bonne situation d'un côté. Donc, on pourrait dire, bah, c'est cool, continue de vivre ta vie et de faire ce que tu fais. Mais je chantais en fait de l'autre côté que je n'étais pas à ma place. Je chantais que voilà, je n'étais pas épanoui. J'avais envie de créer des choses, j'avais envie de contribuer, j'avais envie d'avoir plus de liberté, plus de temps. Et là, j'ai fait une des premières erreurs, c'est que j'ai tapé sur Internet comment devenir riche. Comment devenir riche sur Internet. Et là, c'était la catastrophe parce que je suis tombé voilà, sur des centaines de sites, vendeurs de tapis, vendeurs de rêves, prenant des recettes un peu miracles pour devenir millionnaire en quelques semaines, quasiment sans rien faire. Et c'est vrai que je ne crois vraiment pas à la réussite sans travail et effort. Donc, j'ai écarté toutes ces propositions qui me semblaient voilà, déjà frauduleuses et en plus sur lesquelles je n'avais pas du tout d'attache. Et il y a un domaine qui a retenu mon attention, bah, c'est l'immobilier. Très clairement, Ok. voilà, dans ce domaine, c'est l'immobilier. Et pourquoi l'immobilier? Je pense que c'est vraiment dû au fait que déjà, c'était quelque chose de concret. C'était de la pierre, voilà, c'est une matière entre guillemets tangible, Ok. qui me paraissait aussi intéressante avec des bonnes rentabilités. Je voyais ça aussi en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire que quand on fait l'immobilier, on gère de l'humain, on gère des finances, on gère des problèmes derrière. Donc, c'était vraiment une sorte de gestion d'entreprise qui m'intéressait. Et surtout, bah, on est là pour parler immobilier, on ne va pas se le cacher. Hein, l'immobilier, c'est quelque chose qui est périn. La pierre n'a plus à faire ses preuves, on va dire, en termes d'investissement. Donc, je me suis lancé là-dessus. Je connaissais absolument rien. Donc, bah, voilà, j'ai décidé de me former assez rapidement sur le sujet. C'était il y a combien de temps, ça, Rémi? Ça, c'était à l'heure d'aujourd'hui, à peu près 3 ans et demi. Ok. À peu près 3 ans et demi que j'ai commencé à me lancer dans l'investissement immobilier. C'était en 2007, voilà. Donc, un petit peu, voilà, à peu près 3 ans et demi, c'est ça. Ouais. Et donc là, j'ai commencé à me former et à en parler autour de moi. Et là, deuxième erreur, j'ai eu des retours négatifs. Forcément, parce que les personnes qui étaient autour de moi me disaient c'est dangereux, il fallait être riche pour se lancer en immobilier. Mes locataires, ils n'allaient jamais payer, ils allaient dégrader mon appartement. Et donc, voilà, les fausses croyances classiques. Donc, bien évidemment, hein, je pense que tu le vois, vous le vivez, enfin, toi dans ton métier, et puis les personnes qui nous regardent, les gens qui te donnent des conseils, c'est souvent des gens qui n'ont jamais investi ou qui n'ont jamais conseillé des personnes à investir. Donc c'est vraiment pour ça qu'en fait, niveau logique, il n'y en avait pas. Et donc, en gros, au départ, je me suis dit, c'est pas pour moi. Donc, c'est pas pour moi, j'ai fait autre chose. Et malheureusement, ce même moment, on a eu un petit drame familial avec ma mère. En fait, ma mère elle a dû trouver un appartement pour se loger. Et donc là, je me suis dit, bah, très clairement, j'ai envie de l'aider. J'ai envie de l'aider en achetant un appartement et en me disant qu'au moins, voilà, j'aurais pas de problème de locataire. Sauf que comme je n'étais pas du tout formé, je ne savais pas du tout comment faire, quand je suis allé voir la banque, elle m'a pris pour un guignol et elle m'a dit, bah non, on ne peut pas vous prêter cette somme d'argent pour un appartement sur lequel il n'y a pas de locataire. Donc, ce n'est pas possible. Donc, j'ai tout de même voulu en fait mettre à profit ce que j'avais appris. Donc, j'ai continué à me former et je me suis dit, je vais acheter un premier petit appartement. Donc là, bah, c'était en 2017, j'ai acheté un premier T2 d'environ 33-34 mètres carrés qui était déjà loué à un étudiant.
qui me générait la modique somme de 100 € de cash flow par mois. Donc, je pense que les gens qui nous regardent sont à l'aise avec le cash flow. Mais juste pour faire un petit rappel, c'est le bénéfice net que ça me générait tous les mois. Et même si ce n'était pas avec ça que j'allais devenir riche et libre financièrement, j'ai connu un sentiment incroyable, c'est que je me suis dit, attends, c'est la première fois de ma vie que j'arrive à gagner en fait de l'argent avec l'immobilier sans avoir un salaire derrière, sans avoir à travailler à ce niveau-là. Et donc, en gros, ça a été vraiment un énorme déclic. Ce qui s'est passé, c'est que sur ce projet, quand je prends du recul, j'ai fait énormément d'erreurs. Et dans l'immobilier, tu le sais, quand tu fais une erreur, ça ne te coûte pas 5 €, ça ne te coûte pas 10 €, ça peut très rapidement te coûter des milliers d'euros de cash flow. Donc, Nathalie qui me dit 100 € de cash flow, c'est un super début, ouais, bien évidemment. Mais par rapport aux objectifs que j'avais, c'était pas énorme. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, soit je laisse de côté mes doutes et je continue à me lancer dans l'immobilier, je me forme et je me mets à fond, soit j'arrête tout et je me dis, voilà, ce n'est pas pour moi, c'est trop risqué. Donc, j'ai quand même décidé de me lancer à fond. Et en fait, j'ai mis en application toutes mes connaissances de consultant pour me former de A à Z, analyser ce qui n'avait pas marché et me dire, OK, je vais mettre le doigt sur ce qui n'a pas marché pour m'améliorer. Et la première chose qui m'a sauté aux yeux, et ça, je pense que c'est valable dans n'importe quel métier, parce que l'immobilier, c'est un vrai métier, on ne fait pas ça n'importe comment, c'est de dire, OK, je n'étais pas formé, je ne connaissais rien, donc forcément, j'ai fait des erreurs et il me manquait énormément de connaissances. Donc là, je me suis vraiment formé en fait de A à Z sur l'immobilier. Je me suis vraiment donné toutes les chances. Et donc, pendant quasiment 2 ans et demi, j'ai échangé avec énormément d'investisseurs, de conseillers en gestion de patrimoine, d'avocats fiscalistes, de comptables, de marchands de biens. Et je crois beaucoup, moi, à ce que j'appelle le compagnonnage. Donc, en fait, j'ai suivi sur le terrain des investisseurs à succès qui avaient déjà un gros patrimoine. Donc, c'est pour comprendre concrètement comment ils faisaient, m'en inspirer et reproduire ce qu'ils ont fait. Et l'adapter, bien évidemment. Et honnêtement, ça a été le meilleur investissement que j'ai pu faire de ma vie parce que j'ai appris énormément de choses sur le terrain du concret, un vrai accompagnement. Et donc, pendant plus de 2 ans, en fait, je me suis impliqué et investi à 100% comme si c'était quasiment mon activité principale. Sauf qu'à l'époque, j'avais mon métier de consultant. Donc, j'ai fait beaucoup de sacrifices. J'ai travaillé des longues heures. Alors ça, bien évidemment, ça fait moins rêver que la vie de rentier, mais c'est la stabilité. Voilà. Et donc là, j'ai enchaîné les investissements, donc principalement en colocation et en location courte durée, pour générer un maximum de cash flow. Donc là, mes investissements, ils oscillent maintenant entre 500 et 800, voire 900 € net de cash flow par investissement. Donc, j'ai passé un gap par rapport au départ. Et l'erreur que je n'ai pas faite et que font beaucoup de personnes, c'est qu'au lieu de me dire, c'est cool, je génère des revenus complémentaires, j'ai réinvesti tout ce que je générais dans des nouveaux investissements. Donc, j'ai montré à la banque que j'étais un vrai gestionnaire, un vrai investisseur, que je n'étais pas un flambeur à me louer des Ferrari ou aller kiffer sur la plage. Et donc, c'est ça qui a fait que j'ai pu aller plus vite que beaucoup de personnes. Donc, j'ai réinvesti jusqu'à arriver en fait au niveau où je gagnais en cash flow ce que je gagnais en salaire. OK. Et donc là, après, je me suis dit, qu'est-ce que je fais et j'ai décidé de me lancer à 100%. Entre-temps, on a eu un déclic sur le voyage. Avec ma femme, comme je te dis, on adore voyager. Donc, on est parti 5 mois et demi en Asie. Donc, on a quitté notre job. Ça, c'était en mars 2019. Donc, un peu plus d'1 an et demi. On a quitté notre job et on est parti 5 mois et demi voyager en Asie. Et on a pu faire ce voyage parce que j'avais des revenus locatifs qui tombaient, qui ont fait qu'on n'a pas été en difficulté. Et maintenant, je continue à voyager, je continue à accompagner des personnes dans l'immobilier, je continue à moi aussi réinvestir mes bénéfices sur l'immobilier dans des nouveaux projets pour continuer à faire grossir mon patrimoine. Je voudrais revenir sur un truc que tu as partagé sur la manière dont tu t'es formé. Donc, ce que tu disais, salut Sébastien, ce que tu disais, c'est que tu t'es en fait, par ce que tu appelles le compagnonnage, tu t'es construit finalement ton propre programme d'accompagnement pour apprendre l'investissement immobilier en t'entourant de gens qui avaient déjà fait, qui avaient des compétences spécifiques et en modélisant sur ce qui avait été fait, en fait, c'est ça? Ou tu as aussi fait des formations qui existent aujourd'hui en ligne, on pourra y revenir après, ou est-ce que tu t'es vraiment en fait constitué ton propre accompagnement personnalisé? Ouais, c'est un très bon point. En fait, si tu veux, quand
bonjour Sébastien, en tant que consultant, on va dire, c'est une déformation professionnelle du conseil. C'est-à-dire que quand tu arrivais dans le conseil, tu pouvais être une fois sur une entreprise qui faisait du champagne, à travailler sur du marketing, et la semaine d'après, être dans une entreprise qui faisait, je sais pas, des cotons-tiges, à travailler sur une chaîne de production. Okay. Donc, on devait monter en compétences très, très rapidement. Et ce qu'on nous a toujours enseigné, c'est ce que j'appelais moi le compagnonnage, comme on peut faire dans l'artisanat finalement, mais là, on l'a amené au niveau un peu plus supérieur. C'est-à-dire que je me formais sur le terrain auprès de personnes qui avaient déjà les compétences que je souhaitais. Donc, je copiais-collais en fait ce qui fonctionnait chez eux. Je l'adaptais à moi, ce que je voulais aussi mettre en place. Et donc, je me suis dit, si ça marche dans la partie pro, bah, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas dans l'immobilier. L'immobilier, directement, j'ai vu l'immobilier comme un vrai métier, comme une vraie compétence, pas en mode on va voir la banque, coucou, on a acheté le magazine Capital ou on a regardé Zone Interdite et on se dit c'est génial, on peut faire de l'immobilier. Non, je me suis dit, je veux vraiment faire ça pro dès le départ. Et donc, j'ai suivi sur le terrain des personnes. Comme toute formation, ça a un coût derrière. Et donc, j'ai compris ce qui fonctionnait, j'ai évité beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et après, j'ai créé ma méthodologie à moi et mon accompagnement personnalisé. Ça veut dire que du coup, tu n'étais pas passif dans ton apprentissage? Non, pour moi, une formation qui est passive, où tu es devant, voilà, tu regardes une vidéo ou tu lis un magazine, c'est bien pour avoir des connaissances, mais par contre, il y a de l'action là. Il faut qu'il y ait de l'action. Il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour t'aider sur tes projets, qui te disent là, tu vas dans la bonne direction, là, tu vas dans la mauvaise. Et ce côté compagnonnage, c'est vraiment pour moi ce qui a fait la différence. Et il faut vraiment être sur des formations actives, quel que soit votre domaine, soit du dev perso, du sport. C'est comme si demain, tu dis je veux prendre 5 kilos de muscle et que je te dis regarde une vidéo et lis un PDF. Tu vas me dire ok, mais si je fais ça, c'est pas comme ça que je vais avoir des abdos. Il faut que tu ailles sur le terrain, il faut que tu sois coaché par des gens. Et ça, c'est très important pour moi. Et c'est ce qui va faire que vous allez aller beaucoup plus vite, déjà dans un premier temps. Vous allez prendre les bonnes décisions et surtout, vous allez économiser forcément énormément de temps, énormément d'argent. Et dans l'immobilier, on sait que des erreurs, ça peut te coûter très rapidement des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. C'est marrant parce que je suis ravi qu'on aborde ce sujet-là. C'est une vraie réflexion du moment chez moi aussi dans la formation des agents immobiliers, mais c'est valable dans la formation à l'investissement immobilier. C'est que c'est des effets de mode, mais depuis plusieurs années, on voit fleurir beaucoup de formations en ligne, etc., etc. Financièrement, c'est intéressant pour le formateur, hein, évidemment, parce qu'on change d'échelle, on peut impacter beaucoup plus de monde avec un minimum d'efforts humains. Le problème, c'est que, comme tu disais toi-même, en réalité, ce n'est pas de la formation, c'est de l'information. Et qu'il n'y a pas de transformation sans accompagnement, sans présence humaine, sans coaching, sans partenaire de responsabilisation. Et ça m'amène à un sujet que je voulais qu'on aborde ensemble, c'est on va fleurir beaucoup de formations en ligne, dans ton domaine, dans le mien, mais on va rester sur le tien, sur l'investissement immobilier. Beaucoup même, on va le dire. Chacun sa spécialité, la colocation, le marchand de biens, le Airbnb, etc. etc. Ouais. Et on voit qu'en plus de ça, c'est quand même cool parce que ça permet de rouler en Ferrari et de passer une vie de rentier sur la plage. Je sais que c'est un truc qui te chatouille un peu, de l'image qu'on peut voir de ces formateurs-là en ligne, etc. C'est quoi ton positionnement, toi, par rapport à ça? Et après, on aura une question de Sébastien. Ouais, bien sûr. Alors, je pense que déjà, je rejoins tout à fait ce que tu dis. Il y a de plus en plus de personnes sur l'immobilier. Et je pense qu'en fait, quand on fait quelque chose, il faut être aligné avec ses valeurs. Il faut être aligné avec ses valeurs. Ça, c'est super important. Quel que soit ce que vous vendez, en fait, il faut être aligné avec vos valeurs. Si vous vendez des investissements en Pinel, mais que vous n'y croyez pas, et que vous faites que ça pour l'argent, ça va se sentir. Ça va se sentir auprès des personnes. Vous allez réussir, si vous êtes un bon marketeur, un bon vendeur, à arnaquer quelques personnes, mais sur du long terme, ça ne passera pas. Donc ça, pour moi, c'est le premier point. Quand tu parles de rentier, alors déjà, rentier, dans la tête des gens, t'es millionnaire, pas du tout. Rentier, c'est un grand mot pour pas grand-chose. Je disais en introduction, j'ai fait exprès de parler de liberté financière. Tu peux être rentier avec 500 euros par mois. Voilà. Si tu dépenses 100 euros par mois et que tu gagnes 500 euros de revenus locatifs par mois, tu es rentier parce que tu vis de tes rentes. Voilà. Rentier, c'est simplement vivre de ses rentes. Ouais. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière. Moi, tu le sais, tu me connais, c'est aussi pour ça que je pense qu'on s'apprécie.
Je ne suis pas du tout la personne à flamber, comme je disais, à rouler en Ferrari, à être très ostentatoire. Encore une fois, ce n'est pas mes valeurs. Donc, en fait, quand je me suis lancé et que j'ai créé ma société de conseil en investissement immobilier, je me suis dit déjà, comment tu peux te différencier des autres? Ça, je pense que c'est une question que tout entrepreneur se pose. Donc ça, c'était la première question. Et la deuxième, c'est qu'est-ce qui est aligné par rapport à tes valeurs? Et tu as dit un point que j'aime beaucoup, parce que c'est un peu mon leitmotiv, tu parlais d'information et de transformation. Et très clairement, maintenant, avec tous les moteurs de recherche qu'on a, l'information, je dirais, ça a quasiment plus de valeur. C'est-à-dire que, voilà, c'est une communauté. Il y a 15 ans, on n'avait pas accès à tout ça. Maintenant, tu tapes comment devenir investisseur immobilier, tu as des tonnes et des tonnes de sites très, très bien. Pour certains, beaucoup moins pour d'autres sur Internet, mais tu peux trouver de la valeur. Maintenant, en effet, si tu as juste l'information, c'est cool, tu vas avoir des connaissances, mais tu ne sauras pas comment la mettre en application. Et moi, ce que je voulais, c'est aller un cran plus loin. C'est parler vraiment d'un état transformationnel. Parce que, et là, je pèse mes mots, c'est que l'immobilier a très clairement transformé ma vie. Très clairement, ça m'a permis d'avoir plus de temps, plus de liberté, de pouvoir me dire maintenant, j'ai envie de partir voir ma famille, je peux. J'ai envie de partir voyager, je peux. Ça ne va pas mettre en difficulté. J'ai envie d'aider les gens, je peux. Donc, ça a vraiment énormément transformé ma vie. Donc, j'ai voulu axer ce que je propose sur un état transformationnel. Et cet état transformationnel, il est venu vraiment, comme je disais, du compagnonnage. C'est que ce que je propose et ce qu'on fait nous au sein d'ImmoLibre, c'est des vrais programmes d'accompagnement. On va prendre la personne, on va lui dire, tu es là actuellement, tu as envie d'atteindre ces objectifs, voilà les étapes par lesquelles tu vas passer. Bien évidemment, il y a de la formation, il y a de l'information derrière, parce que tu dois maîtriser des connaissances. Mais par contre, on va t'accompagner sur le terrain, on va te former, on va suivre les projets avec toi, on va s'assurer que les projets sont adaptés par rapport à tes objectifs et à ta personnalité pour être sûr que tu as quelque chose qui est vraiment personnel. Pas un copier-coller en te disant, tiens, regarde une vidéo, débrouille-toi dans ton coin. Parce que ça, bien évidemment, derrière, quand tu fais ça, tu te retrouves sur de la masse. Tu te retrouves sur de la masse à te retrouver sur des groupes où il y a 10 000 personnes et forcément, sur les 10 000, tu en as forcément qui réussissent. Donc, tu mets en avant ces personnes qui réussissent. Mais derrière, les personnes qui réussissent pas, il y en a énormément, mais elles sont un peu laissées de côté. Et moi, ce n'est pas du tout ma philosophie. Donc, je pense que sur ce côté un peu vendeur de rêve, marketeur, moi, comme je disais en intro, je ne crois pas du tout à la réussite rapide sans effort. Donc, quand je vois des propositions de devenir libre financièrement en 2 semaines ou rentier immobilier en 3 mois, voilà. Je dis c'est cool, tant mieux, tant mieux. Mais pour moi, il y a des choses qui marchent, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle. Mais en fait, ce sont deux choses différentes parce qu'on a les promesses marketing farfelues. Ouais. Un peu comme rentrer des mandats de vente depuis son canapé, par exemple. Comme on peut le voir aussi dans notre industrie. Donc, on a des promesses d'un côté, ce que tu viens de dire, rentier en 3 mois. Et après, on a la partie communication et marketing qui, du coup, vient brouiller les pistes parce qu'on a dans le lot des gens qui ont le train de vie qu'ils veulent afficher pour crédibiliser finalement leur réussite. Si tant est que pour la crédibiliser, il fallait s'afficher avec une belle voiture et au bord d'une plage tous les jours. Mais bon, mais dans le lot, il y en a qui ont réellement ce train de vie-là et d'autres qui se l'inventent. Donc c'est là où ça crée beaucoup de confusion chez les prospects potentiels. C'est que bon, d'une part, on a des promesses farfelues, mais même dans la communication et le marketing au sens large de l'industrie, on a des gens qui affichent ce train de vie-là. Pour certains, ils peuvent, et pour d'autres, c'est un peu inventé. Ouais, alors je vais mettre les pieds dans le plat, mais ça, c'est que mon avis. Mais si tu veux, maintenant, j'échange aussi, dès le départ, j'ai échangé beaucoup avec des gros investisseurs qui ont plutôt 45, 50 ans, donc qui ont un grand background, un grand vécu derrière, qui étaient plutôt sur de l'investissement un peu old school, tu vois, il n'y avait pas tout ce qu'il y avait maintenant. Et puis, je côtoie beaucoup d'investisseurs maintenant qui font des très gros projets, qui sont jeunes. Très clairement, et ça ne va pas plaire à beaucoup de gens, mais entre 30 et 35 ans, des gens qui roulent en Ferrari et qui vivent que de l'immobilier, j'en connais pas. Ça n'existe pas. Voilà. Faut arrêter de vendre du rêve aux gens. C'est pas grâce à l'immobilier que tu vas t'acheter ça. Voilà. Parce qu'il faut un très gros patrimoine pour arriver à sortir ça. Et puis, sans rentrer dans le détail, mais tu as une SCI dans laquelle tu investis. Mets une Ferrari en voiture de société sur une SCI, je te garantis que tu vas avoir 2-3 agents qui vont taper à ta porte pour un petit redressement. Donc, je pense que oui, demain, moi, je peux, très clairement, demain, si j'ai envie de me faire un kiff, je peux aller louer
une Ferrari pendant une semaine et je vais le payer avec mes revenus immobiliers et je vais me faire un kiff. Voilà, je vais me faire un kiff. Mais déjà, c'est pas aligné par rapport à mes valeurs. C'est-à-dire que moi, c'est pas ce qui me fait rêver. C'est-à-dire que c'est pas ma vision de vie. Je préfère largement aller me payer des très beaux hôtels au fin fond, je sais pas, de la Polynésie française, que de me dire j'ai mis X milliers d'euros dans une voiture. Parce que c'est pas ce qui me fait rêver, encore une fois. Si ça fait rêver les gens, tant mieux. S'ils ont envie de le mettre là-dedans, tant mieux pour eux. Mais ma vision, c'est de dire demain, j'ai envie de me faire un kiff et de vivre une expérience et de louer une Ferrari, je peux louer une Ferrari. Voilà. Maintenant, est-ce que je l'achèterai? Non, parce que je préfère mettre cet argent dans l'immobilier et avec cet immobilier, continuer à me générer des revenus supplémentaires. C'est très clair. On doit être aligné avec les valeurs qu'on veut et dans ce choix un peu de marché, c'est comme dans tout. C'est-à-dire que quand on travaille avec quelqu'un, surtout quand on fait de l'accompagnement, l'important pour moi d'un coach, quel que soit le domaine, c'est d'être connecté avec cette personne. C'est de se dire, je choisis cette personne. Je pense que les personnes qui sont là aujourd'hui, pourquoi elles sont dans ton groupe, c'est parce qu'elles se disent, OK, Sébastien, il est crédible déjà, et ensuite, il m'inspire. Il a réalisé ce que j'ai envie de faire, donc je vais m'inspirer de ce qu'il fait. À partir de ce moment-là, voilà, l'important, c'est d'avoir des valeurs connectées. Si ce qui vous fait rêver, c'est ce côté un peu bling-bling, tant mieux. Si Bien c'est sûr. pas ça, allez chercher des personnes qui sont alignées avec ce que vous avez envie de faire. Pardon. C'est très clair, Rémi. On a une question de Sébastien. Ma femme et moi sommes tous les deux indépendants, moi depuis 2 ans et demi et ma femme depuis 1 an et demi. La banque refuse de nous suivre sur un investissement de 100 000 euros. Faut-il réellement attendre 3 bilans? Et est-ce que le prêt est plus facile avec une SCI ou autre? Alors, c'est une très très bonne question. En ce moment, il y a des resserrements bancaires, hein, très clairement. Ouais. Est-ce qu'il faut attendre 3 bilans? Sur le papier, oui. Il y a des cases, en fait, quand tu fais, Sébastien, de l'investissement, il y a des cases. Et la banque va essayer de te faire rentrer dans ces cases et de se dire, si tu sors de ces cases, bah, j'ai un justificatif pour refuser ton crédit. Donc, très souvent, on dit qu'il faut 3 bilans. Moi, j'ai pas 3 bilans, mais je continue à investir. J'ai des personnes que j'accompagne qui n'ont pas 3 bilans, qui continuent à investir. Ça dépend de plusieurs choses. Déjà, forcément, ça va dépendre de tes bilans. Ça dépend de la rentabilité financière de ton entreprise. Il y a un point qu'il faut prendre aussi en compte, c'est le statut que tu vas avoir derrière. C'est-à-dire que quand on parle de micro-entreprise ou quand tu es auto-entrepreneur, c'est peut-être pas votre cas, mais pour les banques, c'est pas très bon. C'est-à-dire qu'elles préfèrent avoir un statut société, SASU, RL, SAS, SARL en fonction de ce que tu choisis, qu'un statut auto-entrepreneur. Parce que derrière, elle se dit, OK, il n'y a pas forcément assez de recul et assez de vision. Maintenant, chaque cas est différent. Ce que je t'invite à faire, c'est déjà de faire un dossier bancaire vraiment très, très solide. Donc, de mettre en avant tes forces. Je suis agent immobilier, je connais le secteur, je sais à combien je l'ai acheté, je sais combien ça peut se revendre. Ça, il faut vraiment que tu maximises cet aspect-là pour montrer que tu es crédible dans le domaine de l'immobilier. Maintenant, derrière, sur le fait qu'en SCI, ça passera peut-être mieux, il n'y a pas de réponse encore une fois, ça dépend de plein de choses. Mais oui, forcément, si tu vas investir en SCI avec ta femme, ça va mutualiser vos revenus. Donc, ça va augmenter votre capacité d'emprunt et tu vas aller pouvoir chercher plus d'argent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ce qui fait beaucoup la différence auprès des banques, au-delà du projet de ta situation, c'est la façon dont tu le présentes. La façon que la banque va se dire, OK, Sébastien en face de moi, il a les compétences pour gérer à bien ce projet et éviter qu'on ait des impayés. Donc, tu dois être capable de répondre à toutes les objections que peut avoir la banque. J'ai des travaux, OK. Ce n'est pas Sébastien qui dit qu'il y a 40 000 euros de travaux, c'est un vrai artisan qui a pignon sur rue qui dit qu'il y a 40 000 euros de travaux. Ce n'est pas Sébastien qui dit ça va se revendre 100 000 euros. Bon, alors, dans ton cas, ça peut être vrai parce que tu es agent immobilier, donc tu pourras le justifier. Mais voilà, c'est un vrai agent immobilier qui a dit voilà combien ça se revend dans le marché. Et n'hésite pas à faire plusieurs simulations. Alors, toutes ces choses-là, elles doivent être béton. Et tu dois y aller aussi avec tes tripes et montrer ta force de conviction que tu peux arriver. Mais honnêtement, sur 100 000 euros, je ne sais pas combien de banques tu allais voir, mais essaie d'aller en voir plus parce que ce n'est pas un montant énorme. Et si l'investissement il est rentable derrière et que tu arrives à le faire passer en SCI, je suis persuadé que tu vas trouver des banques qui vont te faire ça. Super, c'est très clair. Merci, merci Rémi. Puis on avait d'autres commentaires liés à tout ce qu'on a partagé juste avant. Donc, quelle belle vision de l'investissement immobilier. Sur Nathalie qui nous parlait d'idéal de vie
de chacun. Est-ce qu'on a vraiment raté sa vie si on n'a pas de Rolex à 40 ans, etc. Donc, merci en tout cas pour ce partage. Je voudrais qu'on termine avec un dernier petit sujet. Je vois déjà 30 minutes. Un dernier petit sujet qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup sur les relations entre investisseurs immobiliers et agents immobiliers. Pour suivre quelques investisseurs immobiliers aussi sur Internet, je vois qu'il y a un truc qui fait bien quand on est investisseur immobilier, c'est souvent de taper sur la tête des agents immobiliers. Hein. Dès qu'un investisseur immobilier a un souci avec un agent immo, on a vite fait de dire que les agents immobiliers sont tous des branques. Il y en a beaucoup qui ont cette communication-là. Quand c'est étayé, tout n'est pas toujours faux. Hein. Je suis le premier moi, qui aime bien châtie bien, donc je suis le premier à remettre en cause parfois certaines pratiques de notre profession et à proposer une autre vision. Mais du coup, dans les relations que tu as avec des agents immobiliers sur le terrain, qu'est-ce que tu vas chercher chez un agent immobilier? Qu'est-ce que tu attends en réalité d'un agent immo quand tu vois un bien qui peut t'intéresser? Voilà. Quelles sont tes relations finalement avec les professionnels sur le terrain? Ouais, bien sûr. Alors, c'est marrant que tu parles de ça, parce qu'en plus, l'autre jour, j'ai fait une story sur ce sujet, parce que je suis en train, avec mes associés, de faire un nouvel investissement. Et là, voilà, on parle d'un investissement. C'est un immeuble qui a plus d'1 million, donc on ne parle pas d'un studio à 50 000 euros. Donc, forcément, quand tu appelles un agent immobilier sur un projet 1 million, tu t'attends à avoir quelqu'un qui est capable de te répondre, qui a des connaissances. Et là, ce n'était pas du tout le cas. Donc, je ne citerai pas l'agence, mais voilà. Et donc, moi, je l'ai reconnu dans ta story. Hein. Moi, je l'ai reconnu dans ta story. Ouais, il y a beaucoup de gens qui l'ont reconnu, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, c'est un peu comme ce que tu disais sur l'investissement immobilier, c'est qu'il y a tout. Demain, tu vas être agent immobilier, tu as des agences qui vont te prendre sans formation, qui vont te jeter sur le terrain et te dire tiens, j'ai des mandats, débrouille-toi. Ça, je trouve que c'est mauvais pour votre métier parce que, en effet, ça décrédibilise certains agents immobiliers. Moi, très clairement, j'adore bosser avec des agents immobiliers et je préfère faire toutes mes transactions avec des agents immobiliers. Alors, pas avec tous les agents immobiliers, mais avec des agents immobiliers. Pourquoi? Parce que quand tu passes par un particulier, déjà, quand tu es investisseur, on a tendance à faire des grosses négociations. Avec un particulier, très souvent, il a peur. Ça peut rentrer au clash très rapidement. Il y a de l'affect qui est en jeu. Et très souvent, il y a des particuliers qui sont complètement décorrélés du marché. Donc, ils mettent des biens qui sont évalués, ça ne se vend pas et c'est compliqué. Pourquoi je préfère passer par un agent immobilier? Parce que quand il y a un bon agent immobilier, après, je te dirai ce que je vois pour moi être un bon agent immobilier, c'est fluide, ça va plus vite. L'agent immobilier, lui, il est entre les deux. Donc, s'il ne vend pas, il n'a pas de com. D'accord? Donc, s'il n'a pas d'acheteur et qu'il n'a pas de vendeur, qu'il ne trouve pas un lien entre les deux, il ne gagne pas d'argent. Donc, son but, c'est de s'assurer que l'acheteur, lui, il veut acheter, le vendeur, il veut vendre. Donc, là-dessus, on est tous les deux d'accord. Maintenant, il faut trouver le bon prix. Donc, lui, il va faire l'intermédiaire. Il va être là pour défendre, entre guillemets, ton beefsteak. Donc, moi, pourquoi j'aime travailler avec des agents, c'est que déjà, en termes de psychologique, c'est plus facile d'envoyer une grosse offre, négocier un agent immobilier, parce qu'on sait que c'est lui qui va aller au charbon. Donc, voilà, déjà, on délègue un petit peu ça. Et puis, quand un agent immobilier il a bien fait son taf, il est au courant que ce bien, il vaut tant, il y a tant de négo, et voilà, il sait qu'il y a tant de travaux, il sait qu'il y a tout ça. Malheureusement, bien évidemment, comme tu dis, il y a des agents immobiliers qui ne sont pas du tout formés là-dessus, qui, pour prendre des mandats, vont se dire ah, mon collègue vous a dit que ça valait 100 000, écoutez, moi, je vais vous le vendre à 130, comme ça, il récupère un mandat. Et puis après, va expliquer au propriétaire que tu n'as que des offres à 90 quand tu la présentes à 130. C'est là que ça bloque. Voilà. Donc, ça, pour moi, c'est la pire chose à faire. Maintenant, encore une fois, pourquoi les investisseurs n'aiment pas travailler avec les agents immobiliers? Parce qu'ils se disent il y a une personne qui va nous prendre une commission et ça va diminuer ma rentabilité parce que forcément, s'il achetait hors commission, ma rentabilité serait beaucoup plus grande. J'ai envie de dire, tout travail mérite salaire. Oui, parfois, on se dit quand un agent immobilier vend un super bien, ultra bien placé, au prix que c'est signé la première visite et que ça lui a pris 1 heure, on est un peu dégoûté. Après, c'est le jeu aussi, il y a un travail qui est fait derrière. Donc ça, il faut énormément le reconnaître. Mais moi, ce que j'attends d'un agent immobilier, c'est vraiment que ce soit quelqu'un déjà qui soit réactif, donc qui soit capable de répondre aux questions, qui soit capable de dire, voilà, ce projet, il est en vente depuis tant. Quand on l'appelle, il ne nous rappelle pas une semaine après.
parce que ça, c'est vraiment, je pense, c'est la chose la plus horrible. Le deuxième point important, c'est la transparence. La transparence sur le projet en lui-même. Où est-ce qu'il est positionné? Est-ce que c'est un bon ou un mauvais quartier? Sur la rentabilité, ça, je vais revenir dessus, sur les travaux qu'il y a. Parce que très clairement, quand je vois des agents qui disent c'est à peu près dans ce quartier et en fait, c'est à l'opposé, bah, en fait, tout le monde perd du temps. En tant qu'investisseur, on se déplace pour se dire en fait, non, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, on vous a fait déplacer, vous perdez du temps. Il y a des mauvaises relations qui se créent. Voilà. Surtout que toi, tu te déplaces potentiellement partout en France, c'est ça? Ouais, bah, moi je me déplace vraiment très peu en plus. Quand je me déplace, c'est vraiment que ça vaut le coup parce que je travaille vraiment là-dessus en amont pour, comme j'investis à distance, pour éviter de me déplacer pour rien. Mais en effet, j'essaie de vraiment verrouiller mon projet. Et sur la rentabilité, je pense qu'il y a un gros travail sur les agents immobiliers, sur le calcul de rentabilité. Voilà. C'est de dire, il y a beaucoup d'agents immobiliers qui vont dire, bah non, il y a tant de loyers actuellement, le prix de vente c'est tant, donc il y a X% de rentabilité. Sauf qu'ils vont oublier de prendre les frais de notaire, ils vont oublier de prendre les frais de travaux, les différentes charges qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que des fois, moi, j'appelle sur des projets où il y a marqué, je sais pas, 10% de renta. Et en fait, la vraie rentabilité, elle est à 5%. Donc, je pense que ça, quand on veut cibler des investisseurs, il faut être au clair là-dessus, avoir une micro-formation et de se dire, OK, quand je parle à un investisseur, je vais me reprendre, voilà la rentabilité qu'il souhaite, voilà comment il la calcule, voilà quel type de projet il recherche, quel type de négociation il est prêt à faire. Est-ce que c'est un projet pour lui? Oui. Donc, tant mieux, on gagne tous les deux du temps. Est-ce que ce n'est pas un projet pour lui? Non. Donc, tac, je mets le projet de côté et je lui proposerai peut-être quelque chose plus tard. C'est très clair. Merci en tout cas, Rémi. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à commenter. On prendra toutes vos questions et vos commentaires juste à la fin. Rémi, je te propose de passer à nos 3 dernières petites questions rapides. Et je suis sûr qu'elles seront intéressantes du coup de ton point de vue. La première, c'est la question que je pose toujours, c'est quel est ton rapport finalement à titre très personnel avec le logement? Alors, pour moi déjà le logement, c'est aussi pour ça que j'ai investi dans l'immobilier, c'est qu'on aura toujours besoin de se loger. Je pars du principe que l'immobilier, ça ne s'arrêtera jamais, même si dans, je ne sais pas, 50, 100 années, pour être optimiste, on part sur Mars, il y aura forcément des logements qui seront créés, et donc on aura toujours besoin de se loger. Maintenant, mon rapport, c'est que quand je propose des logements, très souvent, hein, j'ai des retours d'investisseurs, de personnes qui me disent ouais, mais tu fais de l'immobilier pour gagner de l'argent, tu pourrais louer moins cher, etc. Ça, c'est un choix. Mais derrière, ce que je propose, c'est très haut de gamme et de la qualité. Parce que j'ai envie que mes locataires ils se sentent bien chez eux. J'ai envie qu'ils se disent ok, je suis dans un logement de qualité, j'ai envie de rester, je me sens bien, j'ai envie d'inviter des amis, j'ai envie de le montrer à ma famille, je me sens à l'aise. J'ai pas envie que les gens se disent ouais, bah, je suis là parce qu'il faut dormir, mais c'est pourri, c'est insalubre, comme on peut le voir parfois des fois dans les apparts parisiens ou ailleurs. Ça, c'est pas du tout ma philosophie. Donc vraiment, je pense que quand on fait de l'investissement, il faut absolument proposer des logements de qualité parce que on passe quand même une grosse partie de sa vie et de sa journée chez soi. Donc c'est important de se sentir bien. Voilà ma philosophie un peu du logement. Et c'est aussi ta philosophie à titre perso? T'habites où toi? T'es dans le sud? Ouais, je suis dans le sud. Je suis dans le sud. Ouais. On a bougé. J'ai ma femme en fait qui est originaire d'ici, donc c'était un peu aussi le deal en termes de projet quand on a quitté notre job pour partir voyager. C'était un gros projet d'un côté et le deuxième gros projet de l'autre, c'était de partir s'installer dans le sud. Donc bah voilà, on n'est pas très loin, hein, tu le sais. C'est vrai qu'il y a une qualité de vie qui est assez incroyable, de la du logement, il fait beau et donc ça c'est important aussi d'être dans un bon cadre de vie parce qu'on se sent bien, on a envie de développer des projets, on est plus productif donc ça passe par là, en effet. Ok. Est-ce que tu pourrais, deuxième question, nous dire en un mot ce que tu attends d'un bon agent immobilier? Réactif. Ok. Et puis, dernière question, est-ce que tu as une ressource, un livre par exemple, ou un podcast à recommander aux conseillers immobiliers qui nous écoutent? C'est une très bonne question. Alors, J'en connais un qui n'a pas préparé. ouais, non, je pense que ça dépend du niveau, mais si vraiment, pour maîtriser la base de l'investissement, je conseillerais le classique Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, à être à comprendre un peu cette partie investissement immobilier. Sinon, après, en termes
Sur l'entrepreneuriat? Bon, voilà, j'ai pas, j'ai envie de dire, allez voir ma chaîne. Voilà, je me fais un peu de pub, hein, tu m'en veux pas. Mais allez voir ma chaîne si vous voulez un peu en savoir un peu plus sur moi et sur l'immobilier en termes d'investissement. Mais sinon, le BABA, pour moi, c'est vraiment père riche, père pauvre. Il faut comprendre cette notion de revenus passifs, d'investissement en tout genre et de gestion financière. Super. Rémi, donc si on veut te suivre, ouais, voilà, il y a Mickaël qui demande si on parle bien d'une chaîne YouTube. Ouais. Ma chaîne, c'est la chaîne YouTube. Donc c'est Rémi Imo Libre sur YouTube, sur Instagram aussi. Ouais. C'est Imo Libre. Donc voilà, Imo Libre. Si on veut te suivre, voilà pour la réponse pour Mickaël. Puisque tu en as profité pour glisser ta promo, je vous rappelle que vendredi sort mon livre, du coup, L'Extinction. Donc voilà, mon premier livre qui sortira vendredi. Donc n'hésitez pas également à nous écrire un petit message sur Messenger si vous souhaitez qu'on vous envoie le lien, mais le livre sera disponible sur sebastiantedesco.com dès vendredi en commande. Voilà, Benoît aussi nous précise YouTube, etc. Donc oui. Rémi, merci infiniment pour le temps accordé pendant ces 40 minutes ensemble. Désolé pour à la fois le retard et le petit bug du départ, mais on s'en est bien sorti. Voilà. Merci encore une fois beaucoup de ta disponibilité et de ton partage en toute transparence. Rémi, merci à tous encore une fois d'avoir été fidèles à ce rendez-vous. C'est notre petite séquence habituelle où je cherche le nom de mon invité de la semaine prochaine. Vous commencez à me connaître maintenant. Vous savez que à chaque fois, je vous fais le coup toutes les semaines. Je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine, puis je ne sais plus qui est mon invité. Donc, comme d'habitude, je vais prendre 30 secondes pour vous indiquer qui est notre invité de l'Expresso de Rassemblement de la semaine prochaine. C'est le Mimi, c'est le Rara. Voilà, c'est là. Tac. Invité. Alors, qui sera notre invité la semaine prochaine? Eh bien, ce sera Antoine UV de Cherche Mon Nid, de l'outil Cherche Mon Nid. Antoine UV, fondateur de la startup Cherche Mon Nid, qui sera notre invité de la semaine prochaine. On avait du monde qui était là. Alors, les gens se réveillent pour nous dire au revoir. Donc, merci Rémi de ta présence. Merci. On a Benoît qui en a profité pour mettre le lien de ta chaîne du coup dans les commentaires. On a Nathalie qui nous remercie. On a Aurélien qui était présent ce matin également. Frédéric. Bon, ben voilà, tout le monde s'est réveillé à la fin. Mais merci en tout cas à tous d'avoir été présents encore une fois. Mais Rémi, merci infiniment pour ton temps. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle semaine et on se retrouve mardi prochain. Ciao, ciao. Et merci à tous. Salut, bye.